Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler des effets sur la santé du protoxyde d'azote. Dans un premier temps, je vais aborder les dangers du protoxyde d'azote et puis dans une deuxième partie, le rôle des services de prévention et de santé au travail, notamment dans le cadre du suivi médical. Le protoxyde d'azote a des caractéristiques au niveau de son danger. Le danger, c'est vraiment les caractéristiques intrinsèques d'un produit qui peut entraîner des dommages sur la santé. Couplé à une exposition, on va alors avoir des risques sur la santé. En termes de danger, le protoxyde d'azote possède une classification européenne. Cette classification européenne va avoir principalement des mentions de danger sur la toxicité neurologique, que l'on soit en toxicité aiguë ou chronique, et également des atteintes du développement et de la fertilité, ce qui classe le protoxyde d'azote comme une substance reprotoxique au niveau de la réglementation. Pour arriver à cette classification, différentes études ont été prises en compte, notamment des études expérimentales chez l'animal, des études de toxicité chez l'homme également. Ont également été notés les effets que l'on peut retrouver lors d'exposition au protoxyde d'azote dans le cadre de mésusage, où pour le coup on peut avoir des effets sévères, notamment au niveau neurologique, avec des atteintes qui peuvent être irréversibles, à type de myéloneuropathie par exemple, en lien avec des toxicités liées à des doses particulièrement importantes, qu'on ne retrouvera pas en exposition professionnelle. Enfin, des études réalisées en milieu professionnel ont également été prises en compte. Avant de nous intéresser à ces études réalisées en milieu professionnel, nous allons faire un point sur la toxicocinétique du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote est un gaz qui va pénétrer dans l'organisme par inhalation. Il va être distribué de façon rapide dans tous les tissus. Environ en 3 minutes, on va pouvoir avoir des effets au niveau du système nerveux central. C'est également un gaz qui va traverser le placenta. Et dans des durées d'environ 6 minutes, on peut retrouver du protoxyde d'azote au niveau du fœtus. Puis ce gaz va être excrété par les poumons, principalement sous forme inchangée, bien qu'une toute petite forme soit excrétée dans les urines. En termes de toxicocinétique, le mode d'action va dépendre d'une dépression du système nerveux central avec une action sur certains récepteurs. Donc là, on va être plutôt sur la toxicité aiguë. Et puis, on va constater aussi une altération de la vitamine B12. Donc soit une diminution de la vitamine B12 ou soit une vitamine B12 qui est rendue non fonctionnelle. Et c'est bien de là que vont venir les effets chroniques du protoxyde d'azote. Revenons maintenant aux effets sur la santé qui étaient mentionnés dans la classification. En termes de toxicité aiguë, ce qui est classiquement décrit, ce sont des maux de tête, des nausées, des périodes d'euphorie, des vomissements, voire des troubles de la coordination. Une étude ancienne, car la toxicité du protoxyde d'azote est connue de longue date, a montré que chez des volontaires sains exposés à 500 ppm pendant 4 heures, nous pouvions retrouver des effets de troubles de la vision, de la mémoire immédiate et de la vigilance. Ces effets étaient réversibles, pouvaient être en lien avec une susceptibilité particulière de certains sujets. Et ce qu'il est important de remarquer, c'est que nous sommes sur des valeurs de 500 ppm, ce qui peut tout à fait correspondre à des pics d'exposition rencontrés en milieu professionnel. Des études qui ont été aussi reprises dans ce rapport pour caractériser le danger du produit ont été réalisées de façon plus chronique. Ce que l'on voit, c'est qu'on a des effets sur des concentrations faibles de protoxyde d'azote. Pour exemple, cette étude qui a été réalisée chez des personnels de bloc opératoire a montré pour des expositions d'environ 50 ppm une augmentation du temps de réaction. D'autres études réalisées dans les mêmes conditions ont montré, en plus de cette augmentation du temps de réaction, des troubles de l'humeur. Les symptômes apparaissaient au fur et à mesure de l'exposition, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas présents en début de semaine, apparaissaient de façon progressive et disparaissaient pendant les périodes de non-exposition. On avait là un effet cumulatif et réversible.
Une autre étude, conduite par la même équipe, a montré que pour des expositions de 25 ppm, les effets neurotoxiques n'étaient pas retrouvés. Donc là, on va bien montrer qu'il y a une corrélation entre la dose et les effets. Passons maintenant aux effets sur la reproduction, qui sont également cités dans les dangers de la classification. Il y a plusieurs études sur la fertilité, sur le développement. D'autres études ont été réalisées concernant les avortements spontanés. Certaines études ont montré une augmentation des avortements spontanés qui n'ont pas été confirmées dans d'autres études. Une étude réalisée chez des dentistes, 7000 assistantes dentaires, a retrouvé une baisse de la fertilité, une augmentation des avortements spontanés pour les expositions les plus importantes qui n'étaient pas retrouvées pour des expositions inférieures à 5 heures par semaine ou si des systèmes d'extraction étaient présents. En termes de malformations, nous avons une étude chez des infirmières qui a montré des malformations cutanées, sous-cutanées ou des phanères. Ces malformations ont été également retrouvées dans une autre étude réalisée chez des dentistes et des assistantes dentaires. Donc, chez les assistantes dentaires exposées au protoxyde d'azote, on a remarqué une augmentation du taux d'avortement, on a remarqué cette possibilité d'anomalie congénitale chez la descendance. De plus, les dentistes ont été questionnés pour savoir s'il y avait des avortements spontanés chez leurs épouses. Et effectivement, cette étude a montré une augmentation significative du taux d'avortement chez les épouses des dentistes les plus exposées. Une autre étude réalisée chez des sages-femmes a montré une baisse du poids de naissance d'environ 77 grammes. Ce qu'il faut retenir de ces études, c'est que nous sommes sur des études épidémiologiques en milieu professionnel. En milieu professionnel, il y a des coexpositions. Il n'est pas toujours tout à fait facile d'analyser ces coexpositions. Par ailleurs, les niveaux d'exposition ne sont pas toujours bien caractérisés. On est sur des enquêtes rétrospectives. On va questionner les salariés sur des expositions passées. Ces études ne permettent pas d'établir un lien qui serait formel entre l'exposition au risque et les effets sur la santé. Pour autant, ce sont des signaux d'alerte forts sur la fertilité et le développement. Nous avons donc bien ces études qui sont des signaux d'alerte forts pour la fertilité et le développement fœtal chez l'humain. Nous avons par ailleurs des données expérimentales de toxicité chez l'animal qui montrent des atteintes de la fertilité chez le rat pour des doses d'exposition quand même assez fortes. Et nous avons également des études qui montrent des anomalies dans le développement chez l'animal. Tous ces éléments font que le protoxyde d'azote est classé aujourd'hui reprotoxique. En dehors des effets que nous avons mentionnés, certaines études ont pu rapporter des atteintes du système hématologique et immunitaire. Plusieurs études ont rapporté des effets sur une baisse de globules rouges, sur une augmentation des lymphocytes. L'étude qui est le mieux documentée est cette étude chez des anesthésistes qui a montré une diminution des globules blancs, diminution qui serait dose dépendante. Enfin, un point sur l'effet cancérogène qui a également été étudié, mais qui n'a pas été confirmé. Certaines études étaient en faveur d'une génotoxique, c'est-à-dire d'une atteinte de l'ADN, ce qui n'a pas du tout été confirmé dans d'autres études professionnelles. De même pour les cancers, avec des études qui sont très discordantes. Les données chez l'animal, pour le coup, ne vont pas du tout dans le sens d'une atteinte au niveau génotoxique ni cancérogène. Le CIRC, le Centre d'évaluation sur le risque cancérogène, n'a pas retenu de classification dans la catégorie 1 en tant que cancérogène et l'a classé comme inclassable pour sa cancérogénicité pour l'homme et l'effet cancérogène n'est pas retenu au niveau de la classification européenne. Nous avons les éléments de danger. La caractérisation du danger, elle est claire, elle est précisée au niveau européen. Danger d'un point de vue neurotoxique, danger pour la reproduction. Maintenant, pour qu'il y ait ce risque, chez le salarié, il va falloir qu'il y ait une exposition. La caractérisation de l'exposition va passer par des mesurages atmosphériques.
Ces mesurages atmosphériques vont devoir être comparés à des valeurs de référence. Aujourd'hui, en France, il n'existe pas de valeur de référence. Toutefois, l'ANSES propose une valeur de référence, une valeur limite d'exposition professionnelle 8 heures, qui serait de 25 ppm, une valeur limite d'exposition professionnelle court terme, donc sur des pics d'exposition qui serait de 125 ppm. Cette valeur limite d'exposition professionnelle 8 heures a été calculée en fonction des études disponibles en tenant compte d'une altération des performances cognitives, parce que c'est l'effet qui se produit à la plus basse dose et c'est un effet dose dépendant. Donc de fait, la VLEP 8 heures va protéger des altérations des performances cognitives. L'ANSES précise dans son rapport que cet effet protégerait également des effets hématologiques et immunitaires que nous avons vus, protégerait également des effets sur le développement, mais il n'y a pas de conclusion possible sur l'effet protecteur sur la fertilité. Pour rappel, les valeurs limites d'exposition professionnelle sont un minimum de prévention et il est absolument nécessaire d'abaisser les niveaux d'exposition à des niveaux aussi bas que techniquement possible. Venons-en au suivi médical des salariés. Le suivi va être basé principalement sur l'interrogatoire. Au moment de l'entretien, le médecin du travail, l'infirmière au santé au travail va devoir particulièrement insister sur cet interrogatoire en recherchant des symptômes qui peuvent être en lien avec une exposition aiguë ou chronique au protoxyde d'azote, effet sur le système nerveux. On a vu que ça faisait partie des effets principaux. Il va falloir questionner les salariés sur l'apparition de périodes d'euphorie, de troubles de la mémoire, de troubles de la concentration, de vertiges qui surviendraient lors de la réalisation des soins sous méopa et qui disparaîtraient assez rapidement après la fin de ces soins. De même, l'exposition chronique va devoir être questionnée en termes de symptômes. Est-ce qu'il existe des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil qui pourraient durer sur des périodes plus longues, qui ne seraient pas uniquement dues à ces pics d'exposition? L'idée serait vraiment de pouvoir rattacher cette symptomatologie au prélèvement atmosphérique, qui correspondrait soit à des pics d'exposition, soit à des valeurs 8 heures qui pourraient entraîner ces effets cliniques. En termes d'examens complémentaires, il n'y a pas à ce jour d'examens qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le cadre du suivi des salariés. On est vraiment sur un suivi clinique avec l'interrogatoire, l'examen clinique, qui va être un examen neurologique. Si des salariés présentent des symptômes, il est alors important de les adresser en consultation de pathologie professionnelle, où là, un bilan complet va être réalisé, avec notamment la réalisation de tests psychométriques. Enfin, l'interrogatoire doit également porter sur la recherche de signes d'atteinte sur la fertilité, avec la recherche de difficultés de procréation, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Il est particulièrement important de tracer ces expositions professionnelles dans le dossier médical. Et également vont être importants la formation et l'information des salariés. Informer les salariés sur les dangers du protoxyde d'azote, les effets sur la santé qui vont pouvoir être rencontrés soit lors d'expositions de pics ou sur des périodes plus longues. Enfin, compte tenu des effets sur la reproduction, il va être particulièrement important d'alerter les femmes en âge de procréer de l'importance de signaler au plus tôt leur état de grossesse, voire leur projet de grossesse, afin qu'ils puissent mettre en place les mesures réglementaires. En effet, le protoxyde d'azote qui est classé comme reprotoxique va interdire l'exposition des femmes enceintes. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons bien une classification du protoxyde d'azote au niveau européen, avec des dangers au niveau neurotoxique, des dangers au niveau reprotoxique, ce qui classe le protoxyde d'azote comme reprotoxique au sens de la réglementation,
il y a bien une exposition des professionnels de santé qui va se faire par inhalation et qui va être caractérisée par les mesures d'atmosphère qui vont être réalisées. On a donc bien, en ce sens, un risque pour la santé lors de la réalisation de soins sous méopa, ce qui impose la mise en place d'une prévention. Dans le cadre de cette prévention, il y a un rôle central des services de prévention et de santé au travail qui vont devoir informer et conseiller les employeurs et les salariés, suivre l'état de santé des salariés et puis ce focus particulier que nous avons vu sur les femmes enceintes.